Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Alors, mais il y a une surprise, mais qui est-ce donc à l'antenne? Coucou. Tu as coupé ton petit micro, voilà. Hello Alina, tu m'entends? Oui, c'est que du bonheur. Oui, coucou Alina, ça me fait plaisir aussi de t'entendre. Oh là là, ça fait trop longtemps. On est tellement heureux de te retrouver, ma petite pupuce, franchement, mais comment ça va? Eh ben écoute, ça va. Voilà, c'était Oui. une petite coupure pour des événements un petit peu difficiles, voilà, qui touchent tout le monde, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Puis on reprend tout doucement, mais sûrement. Et puis je suis vraiment très heureuse de tous vous retrouver ce matin et de reprendre les bonnes habitudes avec notre rubrique Witchy Planet. Et oui, et puis ce matin, tu vas nous faire partir dans un univers extraordinaire, parce que tu vas donc nous plonger dans les hauts lieux vibratoires de France. Mais oui, c'est notre thématique depuis le début de la saison. Alors, comme on a eu cette petite coupure, ça vaut peut-être le coup quand même que je vous rappelle ce qu'on entend par un haut lieu vibratoire. En fait, depuis toujours, depuis le fond des âges, il y a des endroits qui ont particulièrement attiré les hommes parce qu'ils avaient une vibration particulière et au point que les hommes en ont fait des lieux sacrés. Et en fait, cette vibration particulière, eh bien, elle vient de plusieurs origines naturelles possibles. Alors, ça peut être des variations du champ magnétique terrestre, ça peut être des phénomènes qui sont liés au rayonnement solaire, ça peut être lié aussi au déplacement de fluides conducteurs comme l'eau, comme le magma. Et justement, question magma, eh bien, on va en parler ce matin puisqu'on va aller dans une terre de volcans. Et en fait, ces phénomènes de courant tellurique, ces lignes d'énergie vont traverser donc ces lieux qui sont de véritables points d'acupuncture de la Terre. Et dans ces lieux, eh bien, les hommes y ont installé des lieux qui leur permettaient de se rapprocher du cosmos, du divin, et ils ont même développé des techniques qui permettent aussi encore et toujours, puisque la géobiologie, ça reste une science qui est encore aujourd'hui employée étudiée en tous les cas par les scientifiques, utilisée par certains architectes, utilisée aussi par certains thérapeutes. Et donc, les hommes ont aussi développé des techniques, des outils pour quelque part booster, pour concentrer ces énergies naturelles à des fins, du coup, spirituelles ou thérapeutiques. Et donc, aujourd'hui, on va fréquenter ces lieux vibratoires, ces lieux énergétiques pour différentes raisons. Ça peut être justement tout simplement pour se recharger, dans certains cas, peut-être aussi pour guérir, si on y croit, pour méditer, tout simplement pour ressentir du bien-être. Voilà. Et donc, dans notre balade, notre tour de France des hauts lieux énergétiques, on a déjà fait depuis le début de l'année. On est allé au Mont-Saint-Michel, on est allé en forêt de Brocéliande, on est allé se balader dans les alignements de Carnac, on est allé faire un petit pèlerinage à Lourdes. On était dernièrement aussi au Pays Cathare et en particulier à Rennes-le-Château. Et donc, comme tu le précisais juste avant, aujourd'hui, je vous emmène dans une région que toi, tu connais bien, Alina, puis t'aimes beaucoup, c'est en Auvergne. Ah bah oui, moi je suis de la région Rhône-Alpes, donc forcément, il s'est raccroché à l'Auvergne, mais moi quand j'étais là-bas, c'était juste Rhône-Alpes, mais effectivement on allait souvent là-bas pour les vacances. Alors je voulais aussi t'annoncer, je ne l'ai pas dit encore aux chanteurs, mais c'est grâce à toi cet été, eh bien on part dans la région de l'Aude, donc je vais aller voir Rennes-le-Château, Burgarache, etc., etc. Ah, magnifique. Oui. Écoute, donc j'espère que tu feras un petit stop pour aller rencontrer notre ami Ludovic Richer. Ah, mais c'est vrai que j'ai pas pensé. Ouais, pourquoi pas. Alors, Oui, parce que tu as toujours le festival à Rennes-le-Château où généralement ils dispensent des conférences. Donc je ne sais pas si ça colle en termes de timing, mais ça serait super. Ah bah tu vois, tu m'apprends un truc que je savais pas. Bon, déjà, j'ai prévu d'aller voir Rémi, parce qu'il habite dans le coin. Donc Oui, voilà. Mais je savais pas pour Ludovic. Ok, je vais le noter dans mon petit grimoire. En tous les cas, l'autre, c'est vraiment, c'est ce que je vous disais déjà la dernière fois, mais c'est vraiment un lieu superbe et c'est des paysages magnifiques. Donc franchement, super. Vraiment une très très bonne idée que tu as eue pour ton choix. Et attends, ton choix de vacances. Tu sais quoi, vendredi soir, on a eu Jean-Marc Andrieux
Et il m'a appris à l'antenne, lors de cette soirée, qu'il y avait une forêt vraiment reliée à la magie des fées, donc dans le même esprit que la forêt brocéliande qui se trouvait dans l'Aude. Tu savais? Alors, je ne sais pas si c'est la même dont on parle, mais alors c'est vraiment, en montagne, c'est vraiment à l'occasion d'une randonnée. Où il y a en fait une forêt, oui, où il y a des histoires des légendes effectivement de fées, etc. Je ne sais pas si c'est le même endroit, mais si tu retrouves l'endroit précis, ouais, je suis preneuse, hein. Eh ben, je Parce te que moi, passerai. là, le lieu me vient pas, mais c'est à l'occasion en fait d'une randonnée dans le GR, en fait, en utilisant le GR qu'on arrive. Alors moi, j'ai ce souvenir-là, mais je ne sais pas si c'est le même endroit. Je te passerai les coordonnées, tu me diras si tu connais. Yes, avec plaisir. Donc c'est parti pour ta merveilleuse chronique. Oui, donc aujourd'hui, je vous emmène tout en haut du Puy de Dôme, qui est en fait le plus haut lieu cosmotellurique de France. Alors, le Puy de Dôme, c'est quoi? Bah, c'est bien sûr le nom du département, hein, mais c'est en fait le volcan endormi, qui s'appelle le Puy de Dôme, qui a donné son nom au département en 1791. Alors, le Puy de Dôme, c'est un symbole incontournable, c'est surtout le point culminant puisque c'est le plus haut des volcans de la chaîne des Puys. Donc, c'est un volcan qui culmine à 1465 mètres d'altitude et qui est tout jeune, puisqu'il s'est formé il y a environ 11 000 ans. En fait, il est issu en fait, d'un alignement volcanique. En fait, c'est le résultat de la remontée des magmas par les fissures créées par le rift, qui est en fait la faille de Limagne. Alors le rift, hein, c'est un terme qui va peut-être rappeler à certains vos cours de géographie, hein. C'est quand en fait la croûte terrestre, elle se contracte, elle se fracture et elle va donc laisser remonter les magmas, ce qui va créer en fait un surélèvement massif de la surface terrestre. Et c'est donc ce qui s'est passé à cet endroit-là. Donc voilà, le puits de Dôme, eh bien, il fait partie de cet ensemble unique de 80 volcans qui se sont formés lors d'une éruption unique. Et donc, c'est vraiment en fait un lieu où la géologie est vraiment remarquable et elle est vraiment exceptionnelle. Alors le puits de Dôme, comme tous les volcans de la chaîne des puits, bah, il va le reposer sur un plateau granitique. C'est un ancien dôme de lave de forme tronçonnique, hein, voilà, qui est haut de 550 mètres et large de 2 km à la base, donc c'est énorme, et il culmine donc à 1465 mètres d'altitude et sa masse est estimée à 1,2 million de tonnes. Donc c'est vraiment un beau bébé. Et donc l'origine, hein, vous savez que j'aime bien toujours me pencher sur cet aspect-là, l'origine du nom, la toponymie. Puy de Dôme, eh bien Puy, P-U-Y, eh bien c'est une forme francisée d'un mot occitan, puèche, qui signifie lieu élevé, hauteur, au sommet plus ou moins arrondi. Et puis c'est un mot donc qui a donné aussi le latin podium, qui veut dire colline, lieu en hauteur. Et le mot dôme, lui, vient du mot gaulois doumio, qui veut dire donc colline ou sommité, et en dérive le terme Doumias, qui était le nom d'une divinité gauloise locale propre au Puy de Dôme et qui fut assimilée un petit peu plus tard au dieu romain Mercure, mais je vais vous en parler justement, puisque ce dieu romain Mercure, eh bien, il a une place particulière tout en haut de ce volcan endormi. Et oui, le Puy de Dôme, ça n'est pas qu'un volcan, c'est aussi une montagne sacrée qui a depuis très très longtemps porté un lieu de culte. Alors ce que vous allez aujourd'hui pouvoir observer, c'est les vestiges d'un temple païen qui était donc dédié au dieu Mercure. Et bien avant lui, on sait qu'il y avait un temple déjà bâti par les Gaulois en l'honneur de Teutatès ou Toutatis. Donc là, je fais aussi appel à vos souvenirs et à vos bandes dessinées d'Astérix et Obélix. Donc Toutatis, qui était le dieu celte de la guerre. Donc il protégeait à la fois la tribu
de la guerre, mais il protégeait aussi ceux qui faisaient la guerre. Et donc c'était un dieu majeur et commun à tous les clans gaulois. Donc ça, c'était, on va dire, pour ce premier temple. Voilà. Et puis ensuite, on sait que, j'y reviendrai un petit peu plus tard hein, dans le détail à ces temples, mais pour vous retracer, on va dire, l'histoire, on va dire, du culte dans son ensemble, après ces temples, on pense qu'aux alentours du XIIe siècle, il y avait sans doute un oratoire ou peut-être, on va dire, une petite église, en tous les cas un lieu de culte chrétien qui a été habité par des ermites. Et la légende populaire raconte qu'après le départ de ces ermites, de ces moines peut-être, eh bien, le sommet du Puy de Dôme a servi de lieu de sabbat aux sorciers. Et oui, parce que l'Auvergne, c'est une terre sorcière. Alors toi, je ne sais pas, Alina, si tu as perçu, on va dire, cette dimension, si tu connais toi personnellement des légendes ou des histoires justement de sorcellerie en Auvergne. Alors, pas du tout. Moi, je suis plus Rhône-Alpes, hein. Je suis moins Auvergne. Oui. Voilà, Mais, il s'est passé, wow. oui, mais tu vois, avec la grande région, oui, on l'oublie, c'est pas tout à fait ça, la même chose. Alors, il y a des histoires de sorcellerie, comme évidemment dans beaucoup de régions de notre beau pays. Et donc, en s'agissant de l'Auvergne, eh bien, on retrouve un témoignage, de la confession, en fait, ou plutôt même, on va dire, oui, la confession d'une sorcière qui s'appelait la femme Baudot, qui était une sorcière du Limousin, qui a été donc condamnée par le Parlement de Bordeaux, qui a été malheureusement brûlée vive et qui a donc confessé que des sorciers venus de très très loin se rassemblaient sur le sommet des volcans d'Auvergne. Donc ils venaient de partout, ils venaient d'Auvergne, du Limousin, du Velay, du Vivarais, du Gévaudan, voire même du Languedoc. Et donc ils se retrouvaient là une fois par an. Alors, qui les recevait? Eh bien, évidemment, Satan, sous forme de bouc, au milieu d'un rond tracé sur l'herbe au sommet de la montagne. Et chacun venait allumer sa chandelle à la chandelle noire que Satan portait donc sur ses cornes et venait lui baiser la fesse avec dévotion. Et oui, il y a toujours des détails très croustillants dans ces histoires-là. Et donc, pour commencer le sabbat, le diable disait la messe à sa façon, et il utilisait une tranche de rave en guise d'hostie. Et puis, il distribuait les métiers, c'est-à-dire les travaux de sorcellerie, pour l'année à venir, donc aux uns et aux autres. Et donc, la tradition populaire veut aussi que lors de cette messe noire, à cet endroit du Puy de Dôme, qu'on appelle le cratère du Nid de Poule, et qui fait d'ailleurs l'objet d'une très jolie randonnée, eh bien, soit apparue une énorme poule noire à 3 queues. Et cette poule noire, elle pondait 3 œufs noirs, évidemment, puis disparaissait dans les flammes. Et les sorciers se précipitaient pour briser les œufs dans lesquels ils trouvaient les ordres de Satan pour l'année à venir. Donc, comme d'habitude, hein, dans ces lieux, on va dire, au perché, il se passait toujours tout un tas de choses, on va dire, mystérieuses. Mais il fumait Donc du voilà. ouinche, hein. Hein? Il fumait du ouinche. Peut-être, voilà. Qui sait? Il y avait peut-être des plantes autour. Wow, Oh bah oui, hein, voilà, on sait qu'effectivement, voilà, c'est l'usage, on va dire, de certains onguents, de certaines pommades, Oui. voilà, l'ingestion de certaines substances aussi pouvait effectivement aider à tous ces voyages astraux, etc. Un petit coup de Donc, rouge, voilà, un petit coup de rouge avec un petit peu d'œuf de Pâques, parce que là tu parles d'œuf, hein, brisé. Alors c'est marrant parce qu'on est carrément, c'était voulu, Vera? On est à pas Pâques? du tout. Ah bah en Non. plus. Ah non, 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 vraiment là, non, non, mais c'est vrai que Ouais. oui, c'est vrai qu'on est, On est à c'est Pâques. Pâques, c'est Ostara, et chez nous en Alsace, c'est Osterputz. Et oui, donc toi, c'est la même racine, hein, donc petite dédicace à Abyss, et oui, à cette période-là, alors c'est sans doute le cas dans toutes les régions, hein, mais ce qu'on appelle nous Osterputz, en fait, c'est le ménage justement en fait de Pâques. Donc traditionnellement, on mange des œufs, comme tu le disais, on fête Pâques selon, on va dire, c'est de différentes manières, selon, on va dire, sa sensibilité, ses convictions. Mais c'est aussi l'occasion de faire un grand ménage. Voilà, d'où Osterputz. Voilà, donc c'est vraiment un terme qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé chez nous. Et puis c'est vrai que ça fait du bien on va dire, de nettoyer et puis de libérer de la place pour de nouvelles énergies, puisque c'est un moment de renaissance.
Oui. Alors, il y a Abyss qui te pose une question sur le chat. Elle demande est-ce que ça peut avoir un rapport avec le grimoire de la poule d'or, poule d'or, la poule noire? Ah, ben peut-être, ouais. Alors après, je Peut-être. pense que de toute façon, c'est voilà la poule, la couleur noire, c'est toujours associé évidemment à la magie noire. Hein. Donc Mhm. oui, ça doit forcément avoir, Un lien. on va dire un lien. Ouais, ouais. Mais Mhm. après, je saurais pas dire davantage. En tous les cas, c'est vrai que par rapport à cet endroit, donc il s'y passait manifestement des choses très très étranges. Voilà, donc ça c'était donc au XVIe siècle, mais je vous propose de revenir un petit peu en arrière et je vous en ai parlé un peu rapidement. Mais donc c'est un endroit où on trouve encore et toujours les vestiges d'un des plus grands sanctuaires de montagne de la Gaule romaine. Donc ça c'est quand même un truc hallucinant. Et donc, ce sanctuaire, il était principalement dédié à Mercure et c'était un haut lieu de pèlerinage qui dominait la capitale de la cité, qui s'appelait Augusto Nemetum, donc c'est l'actuel Clermont-Ferrand, évidemment. Et en fait, ces vestiges, ils ont été découverts en 1872, alors qu'on cherchait à construire un observatoire météorologique. Et donc, il y a eu en fait depuis lors différentes vagues, on va dire, de fouilles archéologiques, mais un peu, comment dire, un peu en pointillé, quoi. Donc, en tous les cas, à partir des années 2000, on a repris, enfin, le département qui est propriétaire donc du lieu a réinvesti plus proprement, on va dire, dans les fouilles. Et donc, ça a permis de comprendre un petit peu mieux l'histoire de ce lieu. Donc, on sait que, comme je vous le disais, un premier temple a été construit vers 50 après Jésus-Christ, donc tout au sommet. Et on y a retrouvé des objets qui dataient de la fin de l'indépendance de la Gaule, mais aucune trace de bâtiment. Donc, ça laisse à supposer qu'avant la guerre des Gaules, ce lieu, en fait, faisait l'objet finalement d'une fréquentation épisodique. Voilà, il n'y avait pas de construction pérenne. Et puis ce temple primitif, il va être détruit vers 150 après Jésus-Christ et on va réutiliser ces matériaux pour édifier le second temple, donc un peu plus bas sur la pente, donc pas tout en haut, une vingtaine de mètres d'altitude en moins, et c'est celui dont on peut voir les vestiges aujourd'hui. Alors c'était un truc qui était énorme, puisque c'était un quadrilatère de 60 mètres de côté, donc ça couvrait environ 3600 mètres carrés. Alors, pour vous représenter la chose, l'ensemble totalisait à peu près la taille d'un hall de Parc Expo. Donc, c'est un truc vraiment énorme. Et donc, il a été construit à partir de roches qu'on a extrait du col du Cessa, qui est juste à proximité, au pied du Puy de Dôme. Et puis, on a aussi fait venir d'autres matériaux pour la décoration, donc de régions un peu plus lointaines. On a fait venir des marbres blancs, des marbres colorés pour les dallages, des schistes d'autun. On y a fabriqué aussi des chapiteaux de colonnes en arkose et du bronze aussi pour décorer tout cela. Et puis sa façade, regardez vers l'est, comme c'est le cas pour la plupart des temples antiques, donc tournée vers le soleil levant, ce qui témoigne toujours du lien particulier entre la notion de divinité, celle de la lumière dans les religions gréco-romaines, mais évidemment pas que gréco-romaines. Et donc les pèlerins gallo-romains, eh bien, ils arrivaient à ce temple. Donc là, on parle du deuxième siècle après Jésus-Christ, par la voie d'Agrippa. Alors la voie d'Agrippa, c'est une voie un axe majeur très important qui avait été construit par Agrippa, qui était donc le bras droit et le gendre de l'empereur Auguste. Et donc cette voie Agrippa, elle reliait Lugdunum, donc l'actuel Lyon, qui était, comme vous le savez, la capitale des Gaules. Et ça, je vous en reparlerai un petit peu plus loin, un peu plus tard, puisque ça fera l'objet du prochain Witchy Planet. Voilà, parce que c'est aussi, et oui, je J'ai sais trop que hâte. tu es
Oui. Oui, mais oui. Alors là, ce sera sous l'angle aussi un petit peu énergétique, mais bon, pour en reparler, Alina, parce que je sais que toi, tu connais très très bien, évidemment, puisque c'est ta ville, hein, Lyon. Mais Et c'est vrai surtout qu'il y a qu'à tellement de côté de choses à Lyon, dire. tu as une forêt de ouf, à côté de Lyon, où justement j'ai vraiment ressenti les vibrations et elle est connue cette forêt. D'ailleurs, ça t'a déjà arrivé, toi, de visiter des lieux et de ressentir vraiment l'énergie, la vibration du lieu? Oui, ouais, ouais, ça, moi, ça m'est déjà arrivé. On a la chance en Alsace d'avoir beaucoup, beaucoup de lieux énergétiques. Waouh. Et moi, il y a je vous en parlerai aussi un jour quand on fera on finira notre tour de France en Alsace. Mais on a notamment une randonnée qui s'appelle en fait un lieu qui s'appelle le Tenchel. Et, euh, et où vraiment, oui, quand je fais cette balade, je ressens et je dirais même des énergies fluctuantes, c'est-à-dire que tout au long de la randonnée, tu vas ressentir vraiment des choses particulières. Ou parfois, quand tu t'arrêtes sur ce qu'on appelle souvent, soit alors ça porte des noms différents parce qu'il y en a partout en France, mais la table des druides ou le rocher des druides ou le menhir des fées, etc. Et c'est vrai que c'est toujours des endroits, mais c'est des antennes en fait. Hein. C'est vraiment, comme ce que je vous disais avant, c'est ces espèces de points d'acupuncture. En fait, sur ces points d'acupuncture, les hommes ont érigé des antennes pour venir canaliser l'énergie naturelle. Et c'est vrai que on le ressent très fort. Donc oui, oui, moi, ça m'arrive quand même si j'ai pas une très, très grande sensibilité, mais moins que beaucoup de personnes que je connais, mais quand même, ouais. Et toi, c'est ton cas, du coup, Ah Alina? ouais, ah, bah, un truc de ouf. Moi, en fait, c'est un lieu très particulier, en fait, où il se passait plein de choses il y a fort longtemps. Et quand tu te mettais entre deux arbres, bien précisément, donc tu te positionnais, tu étais debout, tu ressentais hein, physiquement la terre qui vibrait, en fait, entre ces deux arbres. C'était Waouh. hyper impressionnant. Et bien sûr aussi des visites dans des lieux dits habités où on ressent de plein fouet l'énergie au point que ça te fait pleurer. Moi je pense par exemple au manoir du Tertre, hein. Quand j'y suis allée pour la première fois, je me suis mise à pleurer comme un bébé. Et là c'est pareil parce qu'il y a des lieux tellement chargés en énergie que le corps il peut plus en fait. Il vibre de toutes parts, il pleure. C'est juste fort quoi je trouve. Oui, et puis c'est souvent ces lieux qui sont situés en pleine nature. C'est vrai Oui, qu'on a dans les vies qu'on vit aujourd'hui, on est quand même sollicité de toutes parts et finalement on a très peu de temps et de place pour le vide, pour le recentrage. Eh bien, c'est vrai que se retrouver immergé dans cette nature, bah, ça nous prépare et puis pouf, on tombe sur ce lieu-là et on est prêt à ressentir ces énergies et à se recharger. Donc, bah, écoute, tu m'enverras du coup le nom de cette forêt et puis peut-être on va dire oui, voilà ta petite liste de lieux comme ça moi ça me permettra en fait de les intégrer dans ma chronique. pas de souci. Oui, je Cool. t'enverrai ça. Alors, bah, du coup, pour en venir on parlait justement bah, de Lugdunum, de l'actuel Lyon, la capitale des Gaules, et de cette fameuse voie Agrippa qui menait justement à ce temple et qui était donc un axe majeur dans le réseau routier de la Gaule centrale. Et donc, en fait, les pèlerins, après la rude montée à partir du col de Cessa, et les éventuelles dévotions aussi sur les chapelles qui jalonnaient le sentier, hein, puisqu'il y avait autour, en fait, de ce temple et partout dans la région, il y avait de nombreux édifices dédiés à Mercure. C'était vraiment une divinité majeure locale. On y reviendra un petit peu plus tard, hein, mais c'est le dieu protecteur des voyageurs notamment. Et donc, souvent, on édifiait des lieux de culte qu'on lui dédiait à proximité des voies de circulation et puis au carrefour. Et puis d'ailleurs, bah, le sentier d'accès au sanctuaire que les pèlerins empruntaient est sensiblement le même que celui que vous allez pouvoir prendre et qui s'appelle le sentier des muletiers et donc qui bifurquait à l'époque de la voie antique au niveau du col de Cessa. Et donc les pèlerins, ils allaient donc faire cette montée du col. Ils arrivaient donc à une première terrasse qui était pourvue de gradins et occupée par des autels et des statues. D'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver sur YouTube des vidéos qui vous permettent de faire une espèce de visite virtuelle de ce qu'était le temple et qui est plutôt bien faite. Donc vraiment, je vous invite à le faire parce que ce qui est
particulier. Bon, déjà, c'est quand même faut imaginer la taille du sanctuaire en haut de ce volcan. Enfin, voilà, il faut vraiment l'imaginer, quoi. Ça devait être hyper impressionnant. Et donc, en fait, les gens, quand ils étaient sur cette terrasse, ça surplombait en fait toute la plaine. Donc, ça devait vraiment... et c'est là où se passaient en fait notamment des cultes. Donc, je pense que ça devait vraiment donner une impression particulière et ça devait vraiment être quelque chose de très, très spectaculaire. Voilà. Et donc, en fait, ils pouvaient donc accéder aussi donc au pronaos. Alors, le pronaos, c'est le nom qu'on donne au vestibule à l'entrée du temple. Alors, le plus souvent, ce sont en fait une espèce d'allée de colonnade. Et puis, ils faisaient ensuite des dévotions devant et autour de la cella. Donc, la cella, c'est l'endroit qui abritait, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge qui vient de se loger, et qui abritait donc la statue de la divinité. Donc on pense qu'il devait y avoir, on n'en a pas retrouvé trace, mais une très très grande statue du dieu Mercure. Alors aujourd'hui, très clairement, hein, les vestiges du temple que vous allez pouvoir voir ne rendent pas du tout compte de la monumentalité du sanctuaire de l'époque, mais ça reste un très bel endroit, un endroit où vous allez pouvoir ressentir vraiment beaucoup de belles sensations. Et puis ça reste quand même très particulier de voir ces vestiges qui ont quand même plus de 2000 ans, quoi. Et et en plus avec des techniques de maçonnerie, des techniques de construction. Là aussi, je vous renvoie vers une vidéo vraiment bien faite du conseil départemental du Puy-de-Dôme qui présente en fait justement les techniques qui avaient été développées par les Gallo-Romains et qui sont vraiment des techniques très, très ingénieuses. Alors, pourquoi le dieu Mercure? Alors, c'était le dieu Mercure, vous le connaissez, hein. Vous connaissez, vous avez vos bases de mythologie romaine. C'était le dieu du commerce, hein. On l'appelait donc Mercurius, et il était assimilé à l'Hermès grec, qui était aussi également le dieu des voleurs, d'ailleurs, c'est assez drôle, hein. Dieu du commerce, dieu des voleurs, dieu des voyages aussi, puis le messager des autres dieux. Et son nom donc est lié au mot latin merx, qui signifie, qui a donné lieu au mot marchandise, commercer, etc. Et c'était aussi comme je disais, l'accompagnateur des voyageurs et même des voyageurs de l'au-delà, puisque Mercure était un dieu psychopompe qui conduisait les âmes pour leur dernier voyage dans l'au-delà. Alors, le Mercure à qui on a dédié en fait ce temple, c'est pas tout à fait le Mercure romain. Et oui, rappelez-vous que c'est un temple gallo-romain. Donc en fait, c'est plutôt un Mercure celte. Donc c'est plutôt une divinité qui est issue de syncrétisme, donc d'un syncrétisme gallo-romain. Donc c'est un dieu romain qui a subi finalement des métamorphoses en Gaule romaine, et bien qu'on l'a dénommé et représenté un petit peu toujours un peu de la même façon, avec quelques variantes, hein, puisque le dieu Mercure, ses attributs traditionnels, ça va être donc la bourse qu'il tient le plus souvent à la main. Ça va être aussi le pétase, qui est ce fameux chapeau rond à bord large qui était porté par les voyageurs grecs. C'est aussi le caducée, donc ce fameux bâton qui est surmonté de 2 ailes, entouré de 2 serpents entrelacés, donc c'est le bâton de messager, et des sandales ailées. Et au niveau en fait de l'animal qui pouvait l'accompagner, ça pouvait être un coq et ou un bouc. Voilà, alors je ne sais pas si c'est un lien avec notre fameux bouc là du sabbat, hein, peut-être, je ne sais pas. En tous les cas, donc Mercure était célébré le 15 mai. En particulier lors des Mercuralia. Alors les Mercuralia, c'était ces célébrations romaines où les marchands, puisque c'était le dieu des marchands, le dieu du commerce, aspergeaient leurs navires, leurs marchandises, eux-mêmes aussi d'eau qui était consacrée, qu'ils allaient chercher dans des puits spécifiques. Voilà, donc, même si notre Mercure de tout en haut du Puy-de-Dôme n'était pas tout à fait romain, enfin si, il pouvait l'être lors des cérémonies officielles romaines, hein, célébrées par des colons expatriés, mais sinon, en Gaule romaine, c'est vraiment ce Mercure celte qu'on vénérait et qui s'inspirait grandement du dieu Lugh, en vrai.
le dieu Lugh qui était l'inventeur de tous les arts. Et donc Lugh, bien sûr, de là vient le terme que vous connaissez bien de Lughnasadh, hein, ces fameuses festivités qu'on connaît début août. Et c'est aussi le dieu Lugh qui a d'ailleurs donné le nom à Lugdunum. Donc, on en revient toujours à Lyon. C'est la preuve hein, que le dieu Lugh était une divinité très très importante en Gaule. Et c'était même d'ailleurs la principale divinité. Voilà. Et donc, après la conquête romaine, Mercure, c'est un dieu dont on va retrouver beaucoup d'effigies. On a retrouvé énormément de statuettes de bronze. D'ailleurs, on sait que c'était un temple dédié à Mercure parce qu'on a d'abord retrouvé en fait une petite tablette de bronze dans la salle de dédication du temple. Et puis, quelques temps après, on a retrouvé aussi une statuette. Voilà, donc c'est comme ça qu'on sait que c'était un temple qui était dédié à Mercure. Voilà, et puis ben, c'était surtout le dieu des Arvernes. Voilà, les Arvernes qui sont donc en fait le peuple celte qui a donné donc d'ailleurs le nom à l'Auvergne. Voilà, et ce peuple pour lesquels en fait donc Mercure était très important. Donc en conclusion, que vous soyez randonneur, que vous soyez amateur de volcans, puisqu'il y a d'ailleurs le parc vulcanien hein, qui est pas très loin, que vous soyez féru de mythologie gallo-romaine, eh bien vous avez toutes les raisons de découvrir le Puy de Dôme si vous passez par là. Mais surtout, si vous êtes sensible à tout ce qui est radiesthésie, tout ce qui est géobiologie, si c'est des choses qui vous intéressent, eh bien, comme je vous le disais en introduction de cette chronique, le Puy de Dôme, c'est le plus haut lieu tellurique de France, hein, donc un lieu où va se concentrer une très forte énergie qui vient de la Terre, un magnétisme terrestre vraiment très important et qui malheureusement quand même on estime qu'il a pu être un petit peu amputé de son potentiel énergétique puisque tout en haut du Puy de Dôme, vous allez en fait y observer, et vous ne pouvez pas la manquer évidemment, une antenne de radio, une antenne de télédiffusion qui est là depuis tout début des années 60, qui fait toujours un petit peu caguer les gens du coin. Hein. Il y a les pour-antennes, les pro-antennes et les contre l'antenne. C'est vrai que c'est pas très joli. Hein. C'est comme les éoliennes. Moi, je trouve ça pas GG quand même, je veux dire, dans ces paysages qui sont quand même des paysages naturels magnifiques. Mais enfin bon, ma foi, parfois ça a aussi quand même une utilité. On va pas se mentir. Voilà, donc vraiment c'est un lieu qui vous allez pouvoir ressentir cette énergie malgré tout très puissante. Donc vous pouvez y aller de différentes manières. Alors déjà évidemment c'est ouvert toute la nuit, c'est gratuit hein, puisque c'est un lieu à ciel ouvert, pardon. Vous pouvez donc y aller à pattes, donc vous pouvez monter par le fameux chemin des muletiers dont je vous parlais, qui était déjà plus ou moins le chemin emprunté par les pèlerins gallo-romains. Donc vous pouvez partir du col du Cessa, et ça c'est une ascension qui va durer de 45 minutes à 1 heure, donc c'est 350 mètres de dénivelé. Donc bon, il faut avoir quand même déjà un petit peu la forme, un peu la condition. Vous pouvez partir aussi d'autres endroits. Il y a tout un tas de randonnées qui vous permettent de monter jusqu'au sommet du Puy-de-Dôme et donc pour aller voir le temple de Mercure. Mais pour ceux qui ne voudraient pas ou ne pourraient pas, vous pouvez aussi emprunter un train crémaillère qui s'appelle le Panoramique des Dômes et qui permet une vue aussi à 360 degrés lors de la montée et qui est accessible aussi aux personnes à mobilité réduite, aux poussettes, voilà, bon, qui est payant. Mais voilà, c'est aussi un bon moyen d'aller vous rendre dans le plus haut lieu tellurique de France. C'est comme à Mont-Saint-Michel en fait. C'est soit tu y vas à pied, soit tu y vas en petit bus. Ou en voiture. Et ben voilà. Voilà. Exactement. Alors, franchement, c'était passionnant. En plus, là, tu m'as fait découvrir quelque chose que je connaissais pas, même si j'étais dans la région. Je sais pas si tu sais, mais dans le 88, dans les Vosges, c'est pas loin de chez toi, ça. Ah, bah c'est juste à côté, oui. Ah bah voilà. Donc, tu dois connaître la forêt d'Archette. Oui, tout à fait, ouais. Et là-bas, tu as donc un sanctuaire gallo-romain qui est dédié à Mercure dans la forêt.
Oui, bah, tu as en fait, ouais, et t'as des endroits comme ça. T'as aussi le Donon dans le nord de l'Alsace. Enfin, c'est vrai que c'est vraiment surprenant de trouver ces lieux très anciens, ces lieux de culte dans ces endroits-là, hein. Ouais. Donc c'est pour ça que je me suis dit peut-être que Vera connaît, parce que forcément t'es du coin. Donc la forêt d'Archette, hein, les amis. Et la forêt de tout à l'heure, elle s'appelle la forêt de Valin, si jamais ça Ah, t'intéresse. ah. Eh ben, je Et, note. et elle se trouve Bah si, ça va me servir pour la prochaine eh ben chronique. oui, et elle se trouve à Saint-Victor de Cessieux. Donc Ah, si tu Victor veux, de Cessieux. ouais, j'ai plein de photos. Je te montrerai. Alors, en fait, le lieu que je te parlais tout à l'heure, c'est un lieu qui alors, à l'époque était fermé et on ne pouvait pas y passer, enfin, facilement, hein, parce que c'est sur un lieu privé. Et c'est pour ça. Et après coup, il faut monter sur la gauche, monter la petite colline. Et les deux arbres se trouvent en haut de cette petite colline sur la gauche. Mais je te montrerai des photos. Ok? Ah bah écoute, avec plaisir parce que voilà, ce sera notre prochaine visite. On va rester dans le coin et on va aller on va se rapprocher de la ville de Lyon. Donc, ah bah écoute, avec grand plaisir. Et donc, la prochaine chronique de notre merveilleuse Vera, ce sera donc le 18 mai, les amis. Yes! Yeah! D'autres éléments que tu souhaitais nous transmettre? Non, Petite Vera. écoute, j'en ai fini. Je vous fais à tous de grosses bises et puis je vous souhaite à tous voilà, un bon week-end de Pâques ou de belles fêtes d'Ostara et surtout de bien vous reposer, surtout de bien abuser du chocolat. C'est plein de magnésium, c'est bon pour le moral. C'est clair, c'est bon pour le moral. Tiens, j'aurais pu mettre cette chanson aussi. Oui, ça peut être ça plutôt Chaud, chaud cacao. chocolat. Alors, j'ai hésité avec, tu sais, chaud chocolat du dessin animé, mais bon, c'est comme ça fait plus, pas Disney, parce que c'est pas du Disney, ça fait plus Noël, j'ai hésité en fait entre Ah les deux. oui, je ne connais pas en fait Ah, la version. Mais je connaissais bien je connais bien l'origine, je connaissais bien l'original, ouais. Ça rappelle des souvenirs, hein. ah t'as vu, hein, c'est trop bien. Et On te fait plein de bisous à Pipus et encore oui, merci, hein. plein de bises à tous, hein, et puis un beau dimanche. À bientôt. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.